On va commencer ce chapitre sur le calcul des fondations profondes. Alors, dans cette première partie, dans cette introduction au calcul des fondations profondes, nous allons commencer d'abord par des généralités et donner quelques définitions des termes que nous allons devoir utiliser tout au long de ce cours. D'abord, on va placer le contexte ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un terrain de fondation, un terrain sur lequel on doit construire un ouvrage. Alors, ce terrain est constitué de ce qu'on appelle de sol à problème, de sol de mauvaise portance ou bien de sol très compressible, tels que les vases, la tourbe, l'argile molle. Vous voyez que tous ces terrains-là sont caractérisés par une portance très faible, c'est des terrains qui sont peu résistants, mais aussi c'est des terrains qui sont très compressibles. Alors, en ce moment, si on construit notre ouvrage sur ces terrains-là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on aura des tassements incompatibles avec la stabilité de l'ouvrage. Surtout, évidemment, si les charges sont très élevées. Alors, à partir de là, il faut aller chercher le terrain résistant à une certaine profondeur. Et en ce moment que l'on parle de fondation profonde. Alors, donc, une fondation profonde, exemple, c'est les pieux, par exemple. Des pieux qui sont enfoncés à travers des couches de mauvais terrain, à travers les couches du mauvais terrain jusqu'au bon sol. Le bon sol se trouve en profondeur, on va aller le chercher en traversant tout le mauvais sol. Et sur ce bon sol, nous allons reporter les charges. Voilà, vous voyez nettement ici, l'argile molle. Donc, nous avons un terrain constitué d'argile molle. Et en bas, en profondeur, nous avons un substratum rocheux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enfoncer le pieu jusqu'au substratum rocheux et après, on va reporter les charges à travers les pieux, par l'intermédiaire des pieux, sur ce substratum rocheux. Donc, pour rappel, on a vu les définitions, notamment la définition de fondation superficielle et la définition de fondation profonde. Nous avions rappelé dans le cours de fondation superficielle les définitions données dans les DTU 13, notamment. Donc, dans les DTU 13, qu'est-ce qu'on appelle fondation profonde? On appelle fondation profonde lorsque le rapport grand D, évidemment grand D, c'est la profondeur d'encastrement. Ce rapport grand D divisé par B, grand B, c'est-à-dire la largeur de la fondation, est inférieure à 6 et que D supérieur à 3 mètres. En ce moment, nous sommes dans le cas des fondations profondes. Alors, il faut maintenant comprendre que dans le cas des pieux, D, grand D, c'est la hauteur d'encastrement du pieu. C'est en quelque sorte la longueur du pieu qui est enfoncée dans le sol. Par contre, D sera la largeur du pieu. La largeur du pieu à la base, ici, donc pour un pieu circulaire, ça va être le rayon, évidemment. Ça va être le diamètre, je veux dire. Ça va être le diamètre du pieu pour un pieu tubulaire. Par contre, cette définition peut être changée, notamment dans le fascicule 62, titre 5. En ce moment,
on définit une fondation profonde lorsque le D équivalent divisé par B est supérieur à 5. D équivalent, c'est quoi? C'est la hauteur d'encastrement équivalente. Et nous l'avions déjà défini dans le cours de fondation superficielle. Alors, maintenant, le pieu peut évidemment aller se ficher, aller directement pénétrer une couche de résistance plus ou moins élevée par rapport au terrain traversé. En ce moment, on parle de couche d'ancrage. Alors, l'ancrage H, quand on parle d'ancrage petit h, par rapport ici à l'encastrement, ici l'ancrage est la petite h. C'est quoi? C'est la hauteur de pénétration dans la couche d'ancrage. Voilà ce qu'on appelle couche d'ancrage. Alors, c'est quoi une couche d'ancrage? C'est une couche de caractéristiques mécaniques favorables, hein, dans laquelle est arrêtée la base du pieu. Alors, en ce moment, on peut avoir une fondation dans un monocouche, c'est-à-dire que le pieu est fiché dans un sol homogène. Ici, vous voyez que le massif de sol, il est homogène. Il n'y a pas de couche d'ancrage, il n'y a pas de couche de meilleure résistance que les terrains traversés en profondeur. En ce moment, nous disons que nous sommes dans le cadre d'un monocouche, un monocouche. Alors, par contre, lorsque le pieu traverse au moins 2 couches de caractéristiques différentes, en ce moment, on dit que nous sommes dans le cadre d'un multicouche. D'un multicouche. Alors, il y a une variante du multicouche. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle un multicouche vrai. Hein? Un multicouche vrai, c'est lorsque l'épaisseur et le poids volumique des couches supérieures à la couche d'ancrage, n'est-ce pas? Lorsque l'épaisseur et le poids volumique de ce terrain-là, qui est au-dessus de la couche d'ancrage, sont tels que ils vont engendrer une contrainte verticale sigma prime V supérieure ou égale à 100 kPa. En ce moment, on dit que nous sommes dans le cadre donc d'un multicouche vrai. Alors, maintenant, on va voir les différents types de fondations profondes. Évidemment, il y a plusieurs façons de définir, de classifier, j'allais dire, les fondations profondes. Alors, d'un point de vue mise en place, on peut distinguer ce qu'on appelle les fondations ou bien les pieux battus. Les pieux battus ou foncés. Alors, d'habitude, c'est des pieux préfabriqués. Préfabriqués en béton armé ou métallique. Et à partir de ce moment-là, ces pieux vont être battus à l'aide d'un mouton. Un mouton, c'est un marteau, un gros marteau lourd qui permet de battre ici le pieu dans le sol. Ou bien vibro-foncé. Les pieux peuvent aussi être vibro-foncés, c'est-à-dire mis en place dans le sol par vibrofonçage. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les pieux moulés. Alors, les pieux moulés sont des pieux pour lesquels, évidemment, qu'est-ce qui va se passer ici? On va faire d'abord un forage et après, on va mouler le pieu. On va mettre en place, donc, on va couler le pieu dans le trou de forage. Alors, c'est ça qu'on appelle un pieu moulé. On les appelle aussi des pieux forés. Des pieux forés. On fait un forage préalable, on enlève le sol qui était dans le trou de forage et après, on coule le béton sur place. En tout cas, on met en place le pieu sur place. Donc, ça qu'on appelle des pieux moulés ou bien des pieux forés. Il y a aussi ce qu'on appelle les puits. Alors, les puits, évidemment, rentrent dans cette catégorie, mais ici, c'est pour des charges qui sont plus élevées et donc la section
n'est-ce pas? La section des puits est plus importante que celle des pieux moulés. Donc, voilà ici le pieu moulé. On fait d'abord le forage. Ensuite, le forage, vous le voyez, il est là. Et après, on coule le béton sur place. Et voilà, en ce moment, on a un pieu moulé, bien un pieu foré. Alors, on peut aussi adopter un autre système de classification, n'est-ce pas? Donc, d'abord, par rapport à la nature du matériau. Donc, traditionnellement, on classe les pieux, soit suivant la nature du matériau constitutif. En ce moment, on peut parler de pieux en bois, de pieux en métal, de pieux en béton. Ça, c'est par rapport à la nature du matériau qui constitue le pieu. On peut le classer aussi, soit en suivant le mode d'introduction dans le sol. Alors, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est en fonction du mode d'introduction du pieu dans le sol qu'on distingue qu'on appelle les pieux battus et les pieux forés. Alors, par contre, maintenant, pour l'évaluation de la force portante, voilà, justement, là, on va un peu plus vers le comportement, n'est-ce pas? Alors, pour l'évaluation de la force portante d'un pieu, il est plus important de considérer le type de sollicitation imposée au sol par rapport à la mise en place. Ce qui fait que la mise en place d'un pieu dans le sol, évidemment, ne laisse pas le sol autour indifférent. Donc, la mise en place d'un pieu dans le sol va engendrer des modifications de la structure, peut engendrer une modification de la structure du sol autour du pieu. Alors, en ce moment, on va distinguer ce qu'on appelle les pieux dont la mise en place provoque un refoulement du sol. C'est essentiellement les pieux battus. Donc, la mise en place ici peut provoquer un refoulement parce que le fait de le battre dans le sol, évidemment, ça va provoquer un refoulement du sol. Et ensuite, ce qu'on appelle les pieux dont l'exécution se fait après extraction, donc les pieux forés. Ce qui fait qu'ici, la mise en place de ce pieu ne provoque pas de refoulement du sol. Voilà. Il y a aussi des pieux qui ont un comportement intermédiaire. C'est essentiellement les pieux vissés qui ont un comportement intermédiaire entre les deux premières situations. Donc, vous voyez ici, donc, regardez ce pieu, qui est un pieu refoulant, c'est-à-dire la mise en place entraîne, voilà, un refoulement du sol autour. Regardez autour. Vous voyez tout le sol qui est autour. Ce qui fait que vous avez ici, autour du pieu, une zone qui est comprimée. Pourquoi? Parce qu'il y a un refoulement ici, autour donc, des parois du pieu, vers le sol, il y a un refoulement. On appelle des pieux dont la mise en place entraîne un refoulement du sol, ce qu'on appelle les pieux, un pieu refoulant. Donc, ce qui fait que tout autour du pieu, vous avez une zone comprimée. Par contre, regardez, ici, nous avons un pieu foré. Donc, un pieu foré, on fait d'abord un forage, on creuse, on enlève le matériau. Donc, ici, c'est l'effet contraire qu'on a ici. Au contraire, ici, il y a une zone décomprimée. Donc, puisqu'on a fait un forage, on a enlevé le matériau qui est là. Donc, les sols qui sont, ouais, en bleu clair, les sols qui sont autour donc, du puits de forage, évidemment, il y a une décompression. Parce qu'il y a la contrainte horizontale ici est annulée, ce qui fait que donc il y a une décompression. Donc, vous voyez que tout cela, voilà, ça peut avoir une incidence sur le comportement, sur la résistance donc, de l'ensemble ici. Mais tout ceci, il faut comprendre également que ça dépend, les effets de tout cela dépendent de la densité ou bien de la compressibilité. De la densité s'il s'agit de sols pulvérulents, de sols granulaires, et de la compressibilité s'il s'agit essentiellement de sols fins, et de la fragilité du sol, de la résistance du sol. Alors, ici, dans le cas du refoulement, le refoulement du sol est favorable dans le cas des milieux sableux, par exemple. Quand on a un milieu sable perméable, lâche surtout,
lâche, de très faible densité, en ce moment, le refoulement va certainement entraîner ici des effets favorables. Par contre, hein, il peut être défavorable dans le cas des sols saturés qui sont peu perméables. Alors ici, le forage peut entraîner l'éboulement des parois du trou. Attention donc avant la mise en place des armatures et du béton. Hein, n'est-ce pas? Donc il faut faire très, très attention. Donc ici, c'est pourquoi parfois on utilise même une boue de forage pour stabiliser les parois, etc. Donc le refoulement peut être produit ici, dans ce cas-là, par fonçage, hein, par fonçage en pression, par battage, effectivement ici, ou vibrofonçage, ou vissage. Ça, d'habitude, c'est ces pieux qui sont là pour provoquer ce refoulement-là. Par contre, les pieux forés, d'habitude, c'est des zones décomprimées. Donc, voilà, je montre ici les différents types de pieux, hein, les pieux forés tubés, pieux forés à la carrière creuse, pieux vissés moulés, pieux battus moulés. Il y en a plusieurs types, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà. Si je prends les pieux forés, par exemple, hein, il y a forêt simple, par exemple. Il y a des pieux forêts simples. En ce moment, la mise en œuvre se fait à partir d'un forage qui est exécuté dans le sol, hein, par des moyens mécaniques tels qu'une tarière. Voilà. Donc, c'est un procédé qu'on appelle pieux forêt simple qui n'utilise pas le soutènement de parois. Il n'y a pas de soutènement de parois. Donc, c'est forêt simple, donc il n'y a pas de soutènement ici de parois. Alors, d'habitude, cette technique-là ne s'applique que dans les sols suffisamment cohérents. Évidemment, parce que si le sol est cohérent, les parois n'ont pas besoin ici donc de soutènement. Donc, les sols sont cohésifs et donc, effectivement, donc le forage restera, les parois du forage resteront stables, n'est-ce pas? Mais évidemment, il faut le faire dans des zones, hein, les pieux forêts simples, je parle des pieux forêts simples, dans des zones qui sont au-dessus des nappes phréatiques. Par contre, ce que vous voyez ici, par exemple, c'est forêt tubée, n'est-ce pas? Voilà, forêt tubée, n'est-ce pas? Alors, en ce moment, donc, ici, vous voyez qu'il y a un tubage, hein, donc ces pieux-là sont mis en place à partir d'un forage exécuté dans le sol par des moyens mécaniques tels que la tarière, mais sous protection ici d'un tube ou virole. On l'appelle aussi virole. Vous voyez ce tube, vous avez un tube ou virole, voilà, qui est là, dont la base est située évidemment au-dessous du fond de forage. Au-dessous du fond de forage. Donc, la base ira jusqu'au-dessous du fond de forage. Donc, voilà. Donc, vous le voyez, le forage qui va au fur et à mesure, hein, n'est-ce pas? Donc, le tubage qui s'enfonce au fur et à mesure. Donc, à la profondeur voulue, vous voyez? Donc, ici, hein, le tube est enfoncé jusqu'à la profondeur finale, ici. Alors, ce tube peut être aussi enfoncé par vibration, hein, n'est-ce pas? Peut-être enfoncé par vibration ou foncé directement, hein, n'est-ce pas, au fur et à mesure de l'avancement du forage. Et après cela, maintenant, le forage est rempli, hein, partiellement ou totalement de béton. Voilà. Alors, en ce moment, soit le tube est extrait, on parle de virole récupérée, sans que le pied du tube, hein, puisse se trouver voilà, ici en profondeur, hein, 1 mètre environ, hein, sous le niveau de béton, n'est-ce pas? Sauf au niveau de la côte d'Arras, évidemment. Soit aussi, donc ici, le tube est laissé en place. En ce moment, on parle de virole perdu. Parfois, le tube est laissé en place. On parle de virole perdu. Donc, ça, c'est les pieux forés tubés. Donc, voilà, une fois que voilà, c'est fait, maintenant, vous voyez ici. Donc, voilà, on a mis le ferraillage. Voilà, on a introduit le béton, on a coulé le béton sur place. Après, si on veut,
on peut le lever, on peut enlever, ou bien on laisse en profondeur. Alors, c'est ça, hein, les pieux forêts tubés, par exemple. Si je reviens sur les pieux forêts simples, alors, on peut faire aussi des pieux forêts simples avec la boue, hein, des pieux forêts, avec la boue de forage, n'est-ce pas? Voilà. Ça permet de protéger, surtout dans des milieux pulvérulents, hein, qui n'ont pas les milieux pulvérulents, hein, les milieux sableux, par exemple. Ça permet de soutenir ici les parois. Alors là, vous voyez, hein, ça, c'est un pieu forêt à la tarière creuse, n'est-ce pas? Donc, voilà, vous voyez, il y a une tarière qui est là, qui va entrer, hein, qui va s'enfoncer dans le sol par simple rotation, hein, n'est-ce pas? On fait, voilà, par simple rotation, on fait, voilà, on met en place une tarière continue à axe creux, hein, l'axe ici est creux, n'est-ce pas? Voilà, d'une longueur au moins égale à la profondeur des pieds à exécuter. En ce moment, on va les visser donc dans le sol sans extraction notable de terrain. Ici, on n'a pas besoin d'extraire du terrain. Donc, la tarière, une fois la profondeur atteinte, maintenant, la tarière est extraite du sol. Voilà. La tarière, hein, est extraite du sol sans dévisser. Ici, on ne dévisse pas essentiellement. Donc, sans dévisser, hein, pendant, voilà, donc, quand on l'extrait sans dévisser, évidemment, ça va entraîner avec elle donc les sols qui étaient restés solidaires ici, hein, qui restaient solidaires donc à la tarière. Donc, voilà. En ce moment, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Simultanément au relèvement ici de la tarière, on va injecter le béton. Donc, le béton sera injecté, hein, dans l'axe creux. Donc, vous voyez, l'axe là, l'axe est creux. Évidemment, en même temps, on injecte le béton et le béton va prendre la place donc, du sol. Voyez, au fur et à mesure qu'on le soulève, le béton prend la place donc, du sol. Regardez, de part et d'autre, voilà, le sol est extrait donc, voilà, du trou et à sa place, vous avez le béton. Après, on peut mettre le ferraillage après et à la fin, on a voilà, ce pieu qui est sous cet aspect. Voilà, donc ça, c'est les pieux forêts à la tarière creuse. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle des pieux vissés moulés, hein, ces pieux vissés moulés. Alors, vous avez vu, hein, ici, par exemple, c'est un procédé, hein, ici. Vous voyez ici qui consiste à faire pénétrer dans le sol par rotation essentiellement. Vous voyez le mouvement de rotation ici. Donc, on va faire pénétrer dans le sol par rotation et en même temps fonçage, hein, parce que la rotation est accompagnée donc d'un fonçage. Donc, un outil hélicoïdal. Vous voyez, il y a un outil qui est là. Il est là. C'est un outil hélicoïdal qui est là. Mais l'outil hélicoïdal est creux. Vous avez vu le creux? Donc, il est creux, donc est fixé à la base d'un tube. Donc, voilà le tube, hein, qui est creux. Donc, voilà. Ce qui fait que donc, on va le foncer dans le sol par rotation et fonçage. Alors, en ce moment, après, à la fin, une fois que la profondeur est atteinte, donc le tube que vous voyez là va servir au coulage du béton. Le tube va servir au coulage du béton. Et en ce moment, au fur et à mesure que l'outil est remonté, évidemment, le béton va prendre la place du vide. Hein, le béton va prendre la place donc, de l'outil ici. Et donc, vous voyez, au fur et à mesure, vous avez voilà, votre pieu. Et si vous devez mettre un ferraillage, après, vous pouvez mettre donc, votre ferraillage ici. Voilà. Donc, ça, il y a aussi des pieux battus, hein, les pieux battus. Donc, ça, il y a plusieurs types de pieux battus. Ici, je montre par exemple l'exemple d'un, c'est pas moi, d'un pieu battu moulé. Oui, c'est un pieu battu moulé. Ça, il s'agit d'un tube que vous voyez qui est muni à sa base, hein, d'une pointe métallique ici. Évidemment, c'est une pointe métallique, mais ça peut être aussi en béton armé, ça peut être une plaque métallique ready, et ça peut être un bouchon, hein,
En tout cas, voilà, il y a quelque chose, il y a cette pointe métallique là, n'est-ce pas, en ce moment, qui est enfoncée. Donc, l'ensemble est enfoncé dans le sol par battage. Vous avez vu le mouton qui est là, hein, le mouton qui est là, qui va, qu'on est en train de taper, donc, sur ici, hein, le tube, et en même temps, ce qui fait que donc le tube va s'enfoncer donc dans le sol, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà. Après, ce qui va se passer, le tube, on met le ferraillage, hein, on met le béton, voilà, et après, on peut enlever donc, le tube. Donc, si vous devez mettre du béton d'abord après le ferraillage, ou bien d'habitude, il faut taper sur un béton, hein, de grande ouvrabilité. D'ailleurs, on a toujours besoin d'un béton de grande ouvrabilité pour la mise en place. Donc, ça, c'est un exemple de pieux. Voilà. Donc, il y en a plusieurs types. Hein, voilà. Vous allez voir dans la littérature, il y a plusieurs types de pieux. Oui, je continue toujours. Hein. Forêt simple, hein, j'en avais parlé tout à l'heure, qui est là, vous voyez, le pieux qui est forêt simple. Vous voyez que les parois ne sont pas soutenues d'habitude. On le fait sur des sols. On le fait sur des sols cohérents, hein, sur des sols cohérents en l'absence de nappe phréatique. Par contre, s'il y a de l'eau, par exemple ici, hein, là, voilà, et dans un sol pulvérulent peut-être, là, peut-être, voilà, ce qui va se passer, c'est que, surtout, hein, parce que c'est dans des sols fins qu'on met en place ces pieux-là, avec une nappe, donc on a besoin de maintenir les parois par l'intermédiaire de la boue de forage. Il y a aussi ce qu'on appelle les micropieux. Hein. Les micropieux, alors, avec plusieurs techniques, hein, les micropieux, évidemment, ça va être des pieux de petit diamètre avec un mortier. Donc, ici, par exemple, le type 1 que je présente ici. Alors, c'est le type 1, le micropieux de type 1, c'est un pieu forêt. Hein. Les micropieux, c'est des pieux forêts. Donc, n'est-ce pas, hein, de diamètre inférieur à 300 mm. En ce moment, le forage est équipé ou non d'armature. Hein. Vous pouvez avoir ici des armatures ou non. Voilà. En ce moment, ensuite, vous remplissez d'un mortier. D'habitude, on remplit donc d'un mortier de ciment au moins d'un tube plongeur. D'habitude, on dit un tube plongeur. Et après, le tubage est récupéré, voilà, à la fin. Donc, voilà. Ensuite, il y a le type 4, hein, le type 4 que je vois, qui est un pieu forêt toujours de diamètre inférieur à 300 mm. Ici, le forage est équipé d'armature et d'un système d'injection, n'est-ce pas? D'armature et un système d'injection, n'est-ce pas? Qui est un tube à manchette. C'est un tube à manchette qui est mis en place, voilà, dans un coulis de gaine, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous pouvez mettre des armatures ou non. De toute façon, après, vous allez faire l'injection ici. Donc, l'injection qui va, voilà, voilà, un coulis ou bien un mortier. Hein, vous allez injecter un coulis ou bien un mortier. Voilà, voilà. Donc, à une pression d'injection d'habitude supérieure ou égale à la pression limite du sol, hein, la pression limite du sol, pour pouvoir, voilà, pouvoir au moins repousser le sol pour avoir une bonne mise en place. Hein. Si la pression d'injection est inférieure à la pression limite du sol, vous n'aurez pas quelque chose, vous n'aurez pas un micropieux, vous n'aurez pas un bon micropieux, vous ne pouvez pas respecter les dimensions. D'habitude, la pression d'injection est supérieure à la pression limite. Mais bon, il ne faut pas aussi trop. On demande de limiter ça à 4 mégapascales. Voilà. Donc, il y a plusieurs types d'injections là. Je ne vais pas peut-être entrer dans ça. Il y a ce qu'on appelle l'injection répétitive, hein, l'injection répétitive et sélective. En ce moment, on parle de pieux, de micropieux IRS, injection sélective, injection répressive et sélective. Voilà, donc là, les normes d'habitude distinguent 20 types de pieux qui sont regroupés en 8 classes. Donc, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Un bis ne forment pas une classe parce que c'est en réalité ici, dans le voilà. Donc,
dans la première classe. Donc, la première classe, c'est les pieux forêts. Donc, forêt simple, forêt-bout, forêt tubée, mais ici, virole perdu, là, virole récupérée. Donc, là aussi, c'est forêt simple. Vous voyez, tout ça, c'est des pieux forêts. C'est pourquoi on y ajoute les micropieux de type 1 et de type 2, n'est-ce pas? Bon, on ne les met même pas ici, mais on les sort et on les appelle en plus. Donc, vous voyez qu'il y a des abréviations pour chaque. Alors, 2, c'est forêt carrière creuse, simple rotation ou double rotation. Vous voyez ici les abréviations. Par contre, 3, c'est les pieux vissés, moulés ou tubés. 4, c'est les pieux béton préfabriqués ou précontraints, hein, battus enrobés, battus moulés. Donc, ça, c'est des pieux battus. Hein. Donc, tout ça, c'est des pieux battus ici avec acier fermé, etc. Donc, le 4, c'est des pieux battus. Le 5, c'est des battus, mais en acier ouvert. Le 6, c'est des profilés. Voilà. Des profilés en H qui peuvent être battus ou bien injectés. Le 7, c'est pour les pales blanches battues. Voilà, un bis, on en a parlé, c'est les micropieux de type 1 et 2. Et le type 8, c'est les pieux ou micropieux injectés. Avec deux modes, hein, le mode IGU. IGU, c'est ce qu'on appelle le mode global et unitaire. Hein. Injection, c'est une injection globale et unitaire. C'est pourquoi on l'appelle comme ça. Donc, en plus voilà, donc la catégorie 20, qui est le micropieux injecté de mode IRS, comme on l'a dit tout à l'heure, IRS, c'est injection répétitive et sélective. Vous voyez ici donc la géométrie des pieux installés. Donc, voilà, donc on peut avoir plusieurs formes carrées, circulaires, avec ouverture au milieu, hexagonale, triangulaire, voilà. Donc, les palpieux. Donc, ça, c'est les formes qu'on rencontre d'habitude, les pieux en acier. On est là, donc, voilà. Il y a plusieurs, voilà. Donc, voilà, ça, c'est des pieux injectés d'habitude avec un tubage. Vous voyez, voilà. Le tubage hein, en coupe, en section transversale ici. Et ça, c'est l'injection. Hein, ça, c'est un ensemble de pales blanches associées pour former ce qu'on appelle des palpieux. Voilà, on voit ici, voilà, donc on voit ici les pieux en béton qui sont déjà exécutés, n'est-ce pas? On voit ici le vibrofonçage hein, d'un tubage hein, qui est en train d'être vibrofoncé sous l'eau. Donc, on voit ici une tarière, hein, ça c'est pour les pieux forêts, tarière, creuse. Hein. Donc, voilà, ça c'est des pieux métalliques hein, en profilé H hein, que vous voyez ici. Pas? Ça c'est un tube carottier pour faire le forage, pour faire un carottage du sol. Donc ça c'est des panneaux ou des barrettes, hein, ça c'est vraiment pour des dimensions plus grandes, n'est-ce pas? Donc quand on doit faire ça, on les appelle des barrettes ou bien des panneaux de parois moulées. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, les dimensions sont beaucoup plus larges. Vous voyez les dimensions, on va extraire donc, le sol là, qui est ici, sous le sol, hein, ici qui est là. On parle d'excavation du panneau sous bout de forage. Hein, vous voyez, tout ça, c'est rempli par la boue de forage, n'est-ce pas? Après, on passe à l'installation du ferrage hein, sous la boue, n'est-ce pas? Et après, maintenant, on passe au bétonnage. Hein. Le béton va prendre la boue, va prendre la place donc, de la boue. Et à la fin, vous avez un panneau comme ça. Hein. Il y a une barrette qui est comme ça, qui est terminée comme ça. Voilà, ça, c'est des engins hein, qui permettent de faire le forage hein, des barrettes, vous voyez, pour enlever les terres, pour faire l'excavation. Ici, un chantier. Et puis, vous voyez, par exemple, le trou qui est là, hein, ça peut être plus profond que ça. C'est juste un exemple. Regardez ici, le ferraillage qui est prêt à être enfoncé. Vous voyez la longueur du ferraillage, certainement. Donc, voilà. On les appelle des barrettes en ce moment, des panneaux. Hein. Alors, maintenant, la réalisation des pieux. Toujours dans la réalisation des pieux. Le cas des pieux. Quand je prends un pieu isolé, n'est-ce pas? Je veux parler juste ici de la liaison entre les pieux et les poteaux qui descendent.
Alors, d'habitude, forcément, il y a ce qu'on appelle une semelle de liaison. Donc, la jonction entre un pieu isolé et un poteau est toujours assurée par une semelle de liaison. Une semelle de liaison en béton armé. Vous voyez, puis en élévation, ici, donc le pieu, il est là, le poteau, il est là, forcément, vous avez ici. Donc, en vue de plan, on voit ici plusieurs pieux, un pieu, deux pieux, trois pieux. Il y a un poteau qui doit venir ici, donc forcément, ici, en tête des pieux, vous avez ici donc une dalle de liaison qui est mise en place ici pour servir d'interface, de liaison entre le poteau et les pieux. Alors, maintenant, quand on a des groupes de pieux, quand on a plusieurs pieux, en ce moment, le choix de la composition du groupe de pieux est lié évidemment au type d'effort qui sera transmis, notamment les moments, les efforts horizontaux ou inclinés, mais également à la géométrie de la structure à reprendre. Alors, en ce moment, dans la plupart des cas, on respectera quand même les symétries dans les structures. On fera en sorte que les charges soient transmises le plus directement possible entre la structure et les pieux. Il y ait un transfert quand même direct, parce que plus ce transfert se fait de façon directe, mieux ça nous permettra ici de prévoir une répartition uniforme des pieux. Voilà. Donc, de toute façon, il faut prévoir cette répartition uniforme des pieux le long de la structure, de respecter les symétries par rapport au point d'application des charges, de prévoir des fils de pieux en nombre pair. Voilà, il y a tout un ensemble de dispositifs à prendre, de dispositions à prendre pour quand même assurer un bon transfert des charges vers les pieux ici, vers les pieux qui vont reprendre les charges transmises par la structure. Donc, on le voit ici, plusieurs pieux qui sont là en section, en vue de plan, en vue en plan ici. La semelle de liaison, elle est là. Donc, ça, c'est une voie là en béton armé. Donc, vous voyez ici. Donc, en coupe transversale, si je peux vous montrer ici, pour montrer le ferraillage, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, en plus grand, on voit ici que, voilà, donc, de toutes les façons, c'est toujours, ouais, ici, les pieux, et forcément la semelle de liaison, et après les poteaux, les voiles, tout ce que vous voulez, vont descendre ici. Mais on doit la géométrie quand même doit être bien respectée pour que le transfert de charge se fasse garder de façon équilibrée, de façon uniforme, pour qu'il n'y ait pas voilà, trop de différence de charge, de transmission de charge. Donc, voilà, ça c'est extrêmement important pour la stabilité ici de la fondation, essentiellement. Alors, si vous avez des pieux qui sont soumis à des sollicitations non verticales en tête, notamment les culées des ponts qui sont fondés sur des pieux, voilà. Souvent, les efforts verticaux, voilà, ne peuvent être repris par des pieux verticaux que s'ils ne sont pas trop longs, évidemment, ou s'ils sont de fort diamètre. Éviter le risque de flambement. Dans les autres cas, on aura recours quand même à des pieux inclinés. Donc, dans le cas de ces culées, par exemple, de pont, vous le voyez ici. Alors, en ce moment, on peut dire que les moments sont repris soit par un groupe de pieux qui est là, soit par la mise en place de barrettes. Si, voilà, vous voyez, les barrettes qui ont des dimensions, qui ont une largeur beaucoup plus grande, en ce moment, si les pieux ne font pas l'affaire, on peut mettre en place des barrettes. Donc, les barrettes ici, qui sont de section rectangulaire, voilà, qui sont exécutées selon le même principe que les parois moulées, comme on l'a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Que les panneaux de parois moulées, comme on l'a vu tout à l'heure, et en ce moment, avec leur inertie qui est plus élevée, ça permet donc de reprendre les moments de flexion ici, qui sont très fréquents, ici, surtout pour les culées de pont. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ici, d'habitude, il y a toujours ces efforts-là qui vont aller s'exercer sur les pieux. Il y aura donc des efforts horizontaux, des efforts horizontaux. Donc, vous voyez ici,
donc des efforts horizontaux qui pourront aller donc s'exercer sur les pieux. Donc, voilà, ici, ça, c'est une vue en élévation de pieux. Hein. Donc, voilà, vous avez vu le moment MF, n'est-ce pas, qui est là. Donc, ça, c'est en vue de plan, n'est-ce pas, ce qui se passe. Alors, si vous avez maintenant une barrette, hein, les barrettes, vous voyez que la largeur est beaucoup plus grande. L'inertie ici sera forcément plus élevée ici, ce qui fait que, donc, évidemment, ça peut reprendre essentiellement les charges qui seront transmises ici. Voilà, c'est la fin donc de cette introduction. Merci.